Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui en présentiel pour ce premier Agora organisé par le CIRPA et l'AFJA. Donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints en présentiel mais aussi en distanciel puisque je crois que vous êtes nombreux à nous suivre. Donc c'est un premier rendez-vous qu'on a choisi d'appeler l'Agora sur les enjeux autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire que nos deux associations vont essayer d'organiser chaque année. Et je laisse la parole à ma collègue Anne Leca pour le Bon, CIRPA. voilà, bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai qu'on s'est dit, essayons de refaire des moments, des temps forts, où on parle des filières, on parle des grands enjeux agricoles. On a choisi deux séquences à vous proposer aujourd'hui. Donc merci d'être là aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Je laisse la parole à Adrien. Alors, deux séquences, deux temps forts. Le premier sur les matières premières agricoles et le deuxième sur le stockage du carbone. On aura dans ces deux temps forts trois invités à chaque fois de marque qui viendront nous parler des tendances dans leur secteur ou autour de leur activité. Ces trois intervenants vont chacun environ 10 minutes d'un sujet qui les concerne, qui concerne plus particulièrement leur secteur. Et à la suite de ça, il y aura une session de questions-réponses qui sera possible donc à la fois pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui rue de la Boétie et également ceux qui sont en distanciel. Alors pour ce premier temps fort, donc qui est consacré aux matières premières agricoles, nous avons trois invités de marque. Donc je vais les appeler et leur proposer de venir nous rejoindre sur l'estrade. Donc merci Adrien pour ton invitation. C'est un plaisir de venir présenter le marché du sucre et l'impact du conflit Russie-Ukraine sur ce marché qui a priori n'est pas celui auquel on pense tout de suite. On pense tout de suite aux céréales. Mais justement, il est intéressant parce qu'il y a des effets collatéraux importants sur le sucre. Donc ici, je vous ai présenté le cours du sucre. Il y a plusieurs manières de voir le cours du sucre. Là, c'est le prix du sucre brut. Il fait référence, c'est le prix du sucre sur le marché mondial. Je l'ai représenté depuis l'entrée en campagne 2021 parce que nous, en betterave, on fonctionne par campagne, octobre à septembre. Donc là, ça fait 1 an et demi de cours du sucre. Vous voyez qu'on était déjà dans un mouvement haussier qui était à l'œuvre depuis 2 ans. Ça s'explique par des fondamentaux qui sont robustes. En 21-22, la campagne qui vient de commencer, on est déjà dans un troisième déficit mondial consécutif. Et on était porté par le pétrole. On verra tout à l'heure que le pétrole, il a un lien direct sur le prix du sucre par son action qu'il peut faire sur l'éthanol, notamment au Brésil. Donc on était déjà dans une tendance haussière à l'œuvre. Et si je mets la date du 24 février, donc l'invasion russe en Ukraine, on voit qu'il n'y a pas eu réellement d'effet panique comme il y a pu avoir sur d'autres céréales. Je pense par exemple au maïs. Donc il n'y a pas eu d'effet panique parce que la Russie, c'est pas un très gros producteur de sucre, ou plutôt si, c'est un gros producteur de sucre, mais c'est pas un gros exportateur. 5 à 8 millions de tonnes de production en Russie, 1 à 1,5 million de tonnes en Ukraine. En tout, il n'y a pas tellement d'export sur le marché mondial, donc il n'y a pas de crainte qu'il y ait d'éventuelles fermetures de frontières impactent le marché mondial. En revanche, on voit sur le graphe qu'il y a eu la poursuite du mouvement haussier qui était déjà à l'œuvre, et ça c'est directement lié aux collatéraux. Alors ces collatéraux, il y en a plusieurs. Je vais me focaliser surtout sur ce qui se passe au Brésil. Les effets collatéraux, ils sont principalement là-bas, parce qu'en fait, au Brésil, quand je suis un sucrier, j'ai de la canne à sucre, je suis le premier producteur de canne à sucre au monde, je fais plus de 500 millions de tonnes de canne à sucre dans le pays. Avec ma canne, je peux soit en faire de l'éthanol, soit en faire du sucre. Et on voit ici le cours du Brent, le cours du pétrole en bleu. On voit cet effet haussier qui a été encore accentué le 24 février. Et en rouge, vous avez le cours de l'éthanol à la pompe au Brésil. Tous les véhicules légers du Brésil circulent à l'éthanol. C'est des véhicules flex où il y a de l'éthanol dedans. Et on voit que l'éthanol atteint des valeurs absolument records, même quand je l'ai converti en dollars, donc indépendamment de l'effet de la monnaie brésilienne. Et ça, du coup, à la veille de l'ouverture de la campagne brésilienne elle a commencé il y a 15 jours, donc elle commence tout juste. Tout le monde s'est dit, les Brésiliens vont allouer un maximum de cannes vers ce débouché éthanol et donc vont produire moins de sucre. D'autant qu'en plus, c'est un mouvement qui va continuer parce que l'éthanol au Brésil, il est majoritairement produit à partir de la canne, mais de plus en plus, il est aussi à partir du maïs.
Là, j'ai fait ce slide il y a une semaine où je ne mettais que 10% de l'éthanol brésilien est fait sur une base de maïs. Entre-temps, on a eu les résultats de la dernière campagne et on serait plus à 13%. Donc, on est en augmentation. Mais donc, le maïs est aussi une source de matière première pour faire de l'éthanol brésilien. Et ça, le maïs, pour le coup, il y a eu un vrai effet un peu panique de la crise en Ukraine. Et il a explosé. Et certains disent c'est dans une situation qui va un peu durer. Donc, les analystes se disent l'éthanol va continuer à être rémunérateur pour les Brésiliens. Du coup, plus d'éthanol. Et le pays est tel que si jamais j'augmente de 1 point la part de la canne que je vais envoyer vers l'éthanol, par exemple, je passe de 45 à 46%, et ben, ça fait presque 1 million de tonnes de sucre en moins sur le marché mondial. Alors qu'on est dans des ordres de grandeur de déficit. Actuellement, on les estime autour de 3 millions de tonnes. Donc on voit que 1 million de tonnes, c'est énorme. Un seul pourcentage de hausse, c'est donc conséquent et c'est ça qui va tenir le marché du sucre et c'est ça qui explique que cet effet haussier, il se répercute. D'autant qu'il y a des craintes à plus moyen terme. Il y a l'effet rendement. Les gens ont peur de leur rendement. Alors, on en parlera tout à l'heure avec les engrais. C'est un vrai sujet en Europe. Les engrais coûtent cher. Et puis même, est-ce qu'on va avoir des engrais? Mais c'est aussi le cas au Brésil. Le Brésil importe énormément de ses engrais. 95% des engrais azotés, dont 20% viennent de Russie. Et en potasse, la canne à sucre est gourmande en potasse, comme la betterave. 90% des engrais sont importés, dont le quart de Russie. L'azote, la crainte, c'est sur le court terme. Si je ne mets pas assez d'azote, je vais le voir tout de suite. La potasse, le phosphate, je le verrai à plus long terme. Mais il y a quand même un effet rendement qui fait peur et la plupart des analystes commencent à se dire, je ne vais peut-être pas travailler sur une hypothèse de rendement dans la moyenne 5 ans, comme on fait d'habitude. On parle de moyenne 5 ans, mais j'ai plutôt diminué ces rendements. D'autant que l'attractivité de la betterave risque de pâtir de cette envolée des prix du maïs, du tournesol, par exemple, en Europe. 20% du sucre mondial, c'est de la betterave, et on a des cultures alternatives qui vont être très rémunératrices. Donc une crainte sur le moyen terme d'avoir moins de disponibilité de matières premières pour faire du sucre. Et en plus, c'est principalement vrai en betterave, à la différence des céréales, la betterave, pour qu'elle soit utilisée, elle a besoin d'une étape de transformation en sucrerie qui est gourmande en énergie, à peu près 200 kWh nécessaires pour transformer 1 tonne de betterave en 140 kg de sucre. Et du coup, ça coûte très cher en énergie et cette crainte, ça va coûter de plus en plus cher aux industriels. Tout ça, mis dans son ensemble, fait qu'on a eu des spéculateurs qui ont entraîné cette poursuite de la hausse du marché, un vrai regain d'intérêt pour le sucre. En bleu, vous avez la position des spéculateurs à l'achat. Et en rouge, le cours du sucre, et on voit qu'il y a une relation vraiment directe en ce moment avec la position des spéculateurs. Donc des spéculateurs qui se disent on va manquer de sucre, ou bien alors le sucre coûtera de plus en plus cher, et du coup ils achètent du sucre, ça augmente, et ça a son effet. Et on voit que depuis l'invasion en Ukraine, on a eu un vrai retour de la part des spéculateurs d'une vision haussière du marché. Alors si je me focalise sur l'Europe maintenant, parce que l'Europe est quand même pas directement corrélée au marché mondial, parce que majoritairement il est encadré par des contrats qui sont annuels et souvent à prix fixe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un effet aujourd'hui sur le marché Europe, mais le marché Europe est caractérisé par une certaine opacité en ce qui concerne le sucre. Et là, si vous me demandez combien coûte le sucre aujourd'hui en Europe, eh bien, si je veux une version officielle, je n'aurai que la version de février dernier, donc avant l'invasion, et on était toujours à 426 € la tonne, soit un peu plus que l'année dernière, mais pas non plus des valeurs faramineuses. Je vous rappelle que on a coutume de dire dans la réglementation communautaire, le seuil de référence du sucre, c'est 404 € la tonne. À 404, on considère que la filière commence à émerger la tête de l'eau après les années terribles qu'elle a passées depuis la fin des quotas. Donc 426, on est encore à des valeurs de sucre très bon marché. En revanche, si j'ai pas de contrat, si je suis pas lié par des contrats, eh bien en fait, il n'y a plus de sucre à vendre. On n'a plus de sucre à vendre en Europe, on est en déficit depuis la fin des quotas, et c'est la courbe bleue, c'est le marché spot. Alors c'est une valeur officieuse qui est publiée par un groupe privé qui s'appelle Platts, et là on atteint presque les 800 € sur le spot. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de sucre qui se vend en l'état. Alors pourquoi ça explose à ce point-là? On l'a vu, le marché mondial, il coûte de plus en plus cher. Donc si je ne suis pas couvert, si je suis un biscuitier qui a besoin de sucre, que je n'ai pas de contrat devant moi, je dois en importer, et le marché mondial est très cher. Il n'a jamais été aussi cher depuis 5 ans, donc ça coûte cher. D'autant que le fret, il a été multiplié par 2.
avec des gros problèmes de conteneurs. Le sucre, il voyage, en tout cas le sucre qu'on importe sous forme blanc, il voyage encore en conteneur, avec peu de disponibilité conteneur. La hausse du fret, on le verra peut-être tout à l'heure, mais c'est plus l'énergie, le pétrole, qui était déjà en hausse avant la situation ukrainienne. Et en plus, quand on importe du sucre, généralement, on le raffine. Et quand on le raffine, c'est aussi très gourmand en énergie et les prix de raffinage ont augmenté de 40%. Donc tout ça explique qu'à l'heure actuelle, le sucre sur le marché communautaire, si vous n'en avez pas contracté, il va vous coûter très très cher. Et on s'oriente donc sur des contrats de sucre qui vont être négociés en ce moment pour la campagne suivante. À partir d'octobre 22, les gens vont commencer à se réunir en ce moment pour essayer de voir à combien ils le vendront. Et les bases de discussion tournent autour de ces valeurs de prix spot qu'on peut voir. Et on s'attend à un sucre qui serait au-dessus de 700 € sur la campagne 22-23. Alors à 700 €, on peut se dire, bon, c'est presque 2 fois la valeur actuelle. Ça y est, la filière a sorti de la tête de la crise. On va avoir une année faste. C'est quand même oublier qu'entre-temps, les coûts industriels, je vous l'ai dit, la part de l'énergie est très importante dans les coûts industriels. Et les coûts industriels, ça va dépendre comment les sucriers ont acheté leur gaz. S'ils l'ont acheté au moment où c'était 20 € par mégawattheure, ça va aller. S'ils ne s'étaient pas couverts, là, il va falloir débourser 100 € du mégawattheure. Donc, le coût industriel peut augmenter de 35 à 45%. Et puis, les coûts agricoles, on parlera tout à l'heure des engrais, les coûts agricoles vont exploser entre 15 à 20% sur la campagne actuelle, parce que les engrais avaient déjà monté lors des achats de potasse et de phosphate en septembre dernier. Sur la campagne suivante, si les prix sont toujours aussi élevés, ça serait plutôt une hausse de 30%, uniquement sur le prix de l'engrais et la hausse du prix du fioul. Et encore, je n'inclus pas là-dedans les prix d'arrachage, parce que l'arrachage, il a lieu en septembre et on ne sait pas combien sera le fioul en septembre, mais ce chiffre-là n'est pas exagéré. Au contraire, il serait appelé à être révisé. Et si je veux attirer des betteraviers, eh bien, vu le prix du colza, du blé tendre, du maïs, de l'orge de printemps, bref, de cultures sur lesquelles je peux décider de ne pas faire de la betterave, mais je vais plutôt m'orienter vers ça, eh bien, si je n'ai pas la garantie, par exemple, sur le colza, j'ai pris un colza à 750, mais j'aurais pu prendre à 875. Aujourd'hui, on est à 875. Mais si jamais l'agriculteur veut s'assurer de faire la même marge en betterave qu'il le ferait en colza, il faut qu'il ait la garantie d'avoir une betterave à 40 € la tonne pour avoir la même marge. Donc ça veut dire que même à ce prix-là du sucre, c'est pas pour ça qu'on va attirer davantage de betteraviers dans le système, puisque un débouché comme le colza lui permettrait d'atteindre des marges similaires, d'autant que l'agriculteur peut avoir une certitude, en quelque part, de toucher ce prix quand il fait du colza, parce qu'il peut vendre son colza sur les marchés à terme. Et en betterave, on est toujours avec une contractualisation qui est un peu obsolète et qui ne permet pas à l'agriculteur de se positionner lui-même sur les marchés à terme. Donc même ce prix, si on lui promet un 30 € ou 40 €, il n'a pas la certitude qu'il l'aura. Je vous rappelle que l'année dernière, en moyenne, une betterave elle a été payée 28 € la tonne. Donc là, on est bien sur des prix qui sont en nette augmentation, des besoins de prix en nette augmentation. Surtout qu'on a des besoins en potasse. Donc quand je vais dessiner mon assolement, je sais que si jamais je choisis de faire une terre avec betterave, j'aurai des besoins en potasse de l'ordre de 3 à 4 fois plus importants que si je fais des céréales. Donc on a une double prise de risque, c'est-à-dire est-ce que je vais aller vers une culture qui potentiellement est moins rémunératrice et en plus va me causer des baisses de rendement du fait de l'absence potasse. Voilà, donc à retenir, le marché mondial n'est pas directement à risque face à la guerre en Ukraine, mais il y a des effets collatéraux majeurs, accentués encore dans notre situation déficitaire, où les planteurs en Europe peuvent se tourner vers d'autres cultures, et alors que les industriels risquent d'avoir une nette explosion de leurs coûts, bien plus importante que leurs concurrents gagnés, couplée à un fort risque rendement sur le moyen terme. Donc on s'oriente vers un prix du sucre qui risque de doubler d'ici la campagne suivante, mais qu'encore une fois, même ce doublement du prix ne permettra pas aux betteraviers de se précipiter vers la surface betteravière, compte tenu de tout ce que je vous ai présenté auparavant. Merci Timothée pour ton intervention. Donc nous allons maintenant passer à Florence Nice, déléguée générale de l'UNIFA, qui va nous parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur les engrais. Merci. Bonjour Adrien, merci et bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous écouter sur ce sujet de forte actualité,
par lequel on est directement concerné et nous en tant qu'agrofourniture encore plus puisque on est tout en haut de la chaîne et de la matière première et que cette matière première, vous allez le voir, elle ne dépend pas uniquement de nous et encore moins, je dirais, de la France en particulier puisque c'est un sujet qui est une géopolitique mondiale. Excusez-moi. Donc, je disais que en fait, ce sujet de matières premières a des enjeux géopolitiques mondiaux et que on n'est pas nous forcément. Vous le verrez au travers des présentations, la France toujours en position de pouvoir capter les ressources qui sont extérieures à l'Europe, puisqu'elles sont très peu en France et beaucoup dans le monde. Donc avant de commencer un petit peu en détail les éléments de la présentation, je voulais juste vous présenter en fait qui est l'UNIFA, parce que peut-être que vous n'avez pas toujours en tête qui représente, comment nous sommes structurés et qu'est-ce que l'on représente. Donc en fait, on est 36 entreprises, on est des industriels de l'ensemble de la fertilisation, c'est-à-dire qu'on représente aussi bien des producteurs, je dirais, d'engrais minéraux, d'engrais organiques, engrais et d'amendements, on oublie souvent les amendements, mais également des biostimulants. Et c'est un ensemble d'entreprises qui, dans leur globalité, contribuent à la fertilisation des sols et des plantes. J'oublie pas les sols parce que les sols c'est aussi important. Voilà, on représente un petit peu moins de 2 milliards de chiffre d'affaires et on a 85 sites de production. Les emplois sont autour de 4 000 euros. Donc c'est un petit secteur en termes de représentativité. C'est un grand secteur en termes d'enjeux. Et je le souligne particulièrement parce que pour nous, c'est un peu le sujet, c'est la raison d'être de cette organisation. C'est le rôle que l'on va jouer dans l'agriculture. Et depuis 2 ans maintenant, au travers de la crise Covid, mais aussi de celle que l'on vit sur le prix des matières premières, on voit bien que ce secteur a toute son importance dans l'agriculture. Alors, à l'UNIFA, on est une petite équipe, enfin, on est 8 personnes en tout, quoi. Juste, pardon, Florence, je vous rappelle que vous avez que 10 minutes. Hein. D'accord, très bien. Bon, j'ai pas regardé l'heure, c'est vrai, merci. Mais bon, ça va aller très vite, hein, parce que les chiffres, voilà, ça va très vite. Donc, on est 8 personnes en tout, et puis chacun avec nos spécialités. On détient bien évidemment la statistique nationale pour le ministère de l'Agriculture. Donc, on est officiellement accrédité, mandaté par le ministère pour tout ce qui est la statistique des fertilisants et surtout des engrais minéraux. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une chargée d'enquête sur les statistiques. Moi, j'ai choisi d'élargir le sujet, en fait, au-delà de l'impact sur la crise en Ukraine, puisqu'en fait, on a d'abord été aussi beaucoup impacté par le sujet de la pandémie. Et quand on parle de matières premières, la sortie de crise, je dirais Covid, a créé déjà enfin, si on considère qu'elle s'est produite au milieu de 2021, il y a eu un appel d'air sur les matières premières de l'industrie en général en fin d'année. Et bien évidemment, voilà, mon collègue de la CGB en a parlé tout à l'heure, nous avons déjà un effet à partir de fin 2021 sur le prix des matières premières. Et c'est lié directement à la reprise de l'activité économique et en partie en Asie. Donc, j'ai pas de slide précis là-dessus, j'en parlerai. Mais ensuite, on a bien évidemment le conflit ukrainien qui vient se surajouter à cet effet de reprise économique. Donc c'est l'ensemble, c'est à la fois la pandémie et le conflit russo-ukrainien qui sont les sources je dirais, d'augmentation du prix de la matière première. Donc j'ai choisi de vous parler d'abord des engrais azotés, de l'urée, de la solution azotée et de l'ammonitrate qui sont produits sur des bases gaz. Donc les trois sont des produits, je dirais, avec une origine gaz. Donc on va parler du gaz et du prix du gaz en priorité.
Il faut comprendre que le gaz, donc là vous avez un graphique qui vous explique un petit peu quelles sont les sources de production du gaz dans le monde. Sachant que l'Europe est approvisionnée dans sa grande majorité par le gaz russe. La Norvège étant aussi un fournisseur de gaz et en particulier un fournisseur français de gaz, on a une dépendance moindre que d'autres pays. L'Espagne aussi, typiquement, est alimentée par le gaz de Nord-Afrique. Donc ces points d'alimentation font que chaque pays d'Europe n'a pas la même dépendance au gaz. L'Europe n'ayant pas de gaz, par la Norvège, qui n'est pas un pays de l'Europe des 27, mais qui fait partie de l'Europe malgré tout dans ces relations. Sur le prix du gaz, je vous présente donc son augmentation sur un an. Donc, il a été multiplié par 4. Vous aurez les diapositives sur ces éléments parce que je ne vous détaille pas la diapositive. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur un an, on a x4 sur le prix du gaz. Et on a un x2 sur le prix des engrais azotés. Donc ici, vous avez les indices IPAMPA. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la base Agreste et les indices de prix. Donc j'ai choisi ce référentiel comme prix officiel sur les 10 derniers mois. Et donc, on a le prix de l'ensemble des engrais azotés sur ce graphique qui a été multiplié par 2. Donc, il faut aussi comprendre que quand le prix de gaz est multiplié par 4, on n'a pas forcément systématiquement une hausse du prix des engrais par 4. Quand il baisse, il faut aussi comprendre que la baisse n'est pas rétrocédée directement sur le prix des engrais. Parce que ça, je l'ai souvent entendu, mais pourquoi le prix du gaz a baissé et le prix des engrais n'a pas baissé? Ce n'est pas une corrélation directe. Donc ça, c'est les éléments sur les engrais azotés. Donc j'ai repris une note qui est publiée depuis mars par Agreste et donc j'ai fait le choix de m'appuyer sur ces chiffres-là qui sont pour moi des chiffres officiels et qui correspondent bien puisque nous alimentons la base en termes de volume en tout cas. En termes de prix, nous ne sommes pas forcément habilités à diffuser, nous, une information prix, même s'il existe des observatoires privés. Donc, j'ai fait le choix de reprendre les éléments de la note sur laquelle vous aurez l'ensemble des prix d'augmentation. Et les tendances que je peux confirmer aujourd'hui. Donc, sur un an, on a l'ensemble qui augmente de 129% sur un an. Vous avez la même chose pour l'urée et la solution azotée, et les ammonitrates augmentent moins que les 2 autres produits azotés. Sachant que la France ne produisant pas d'urée, enfin importe une grande partie de son urée et n'est pas producteur de solutions d'azote, vous comprendrez que ce n'est pas forcément les producteurs français qui déterminent le prix des engrais azotés, mais c'est l'ensemble du marché. L'offre, la demande. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, je pense, pour comprendre aussi les prix. Sur les prix, donc, je vous ai mis ce dernier graphe que je commence rapidement. C'est juste une estimation de l'évolution potentielle qui pourrait advenir sur l'année 2022-2023. Et la projection sur la campagne prochaine est très importante à considérer puisqu'en fait, les équilibres de prix, c'est ce qui vont permettre de définir si nous allons vers un maintien du différentiel entre le prix, je dirais, de la production agricole et le prix des intrants. Et le gaz est un des éléments de matière première très important pour suivre, pour savoir si on va vers une baisse tendancielle, quelque chose de stable ou quelque chose au contraire qui va continuer à augmenter. Donc ici c'est un référentiel de prix Europe. Et ça ne veut pas dire que ce sera le scénario forcément qui se produira, puisqu'entre-temps on a des informations qui concernent les sanctions, le conflit peut s'accentuer. On a vu il y a 2 jours que la Pologne était coupée du gaz russe. Donc ces éléments de gaz restent quand même incertains.
Donc, je vous présente un schéma qui a été élaboré au niveau européen par une source européenne, mais ce n'est pas forcément le scénario qui se produira à l'avenir. Pour les engrais minéraux, on est sur une autre, je dirais, problématique qui est plus du domaine de la ressource directe des minéraux, c'est-à-dire les sources minières en phosphore et en potasse, qui sont là pour la production d'engrais composés ou même d'engrais simples. Alors, il faut comprendre que la production mondiale de ces matières diffère suivant les différentes régions du globe. Donc, vous avez ici une source de l'Association internationale de la fertilisation qui produit chaque année, je dirais, les chiffres de ressources. Et vous voyez que les ressources sont mondiales et qu'en fonction des différents types de produits, que ce soit la potasse ou le phosphate, on ne va pas forcément avoir les mêmes pays producteurs. La Chine arrivant bien évidemment toujours en tête des ressources. Pour la potasse, le deuxième pays producteur, en fait, c'est le... Alors, je suis un peu surprise parce que oui, c'est le Canada. Alors, le premier pays, c'est le Canada. Donc, il faut comprendre que la substitution se fait par la substitution de pays. Donc, si vous n'avez plus de Russie pour pouvoir sourcer certaines matières premières, parce que, alors, je rappelle qu'il n'y a pas de sanctions sur les engrais aujourd'hui en Russie. Mais si les ressources d'approvisionnement ne sont pas accessibles pour diverses raisons, les autres substitutions possibles, c'est vers d'autres pays mondiaux. Pour la potasse, pour le phosphore, le second pays et le plus gros pays fournisseur de phosphore, c'est le Maroc. Donc le nombre de ressources reste bien évidemment limité, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, et la demande est très forte. Alors, la demande est très forte parce qu'elle est mondiale. Donc ce schéma, qui est une carte officielle de l'Institut, qui est produite par donc l'Organisation internationale des fertilisants, est la carte du marché d'échanges mondiaux des types de fertilisants. Donc vous pouvez voir que en fonction des flux, alors c'est un peu petit, hein, mais bien évidemment cette carte vous pouvez vous la procurer également auprès de cette association. On a parlé du Brésil, et le Brésil, et je suis ravie que mon collègue ait pu parler de la production au Brésil, parce que le Brésil était très très demandeur de nos matières premières. Et quand moi je discute avec mes adhérents sur comment on fait pour fournir la France en matières premières, ils me disent bah, c'est une question de prix, c'est une question de marché. S'il y a d'autres pays qui payent plus cher, bah voilà, il y a un effet prix sur la demande et la ressource. Et c'est pas un effet ressource direct. Et ça, il faut bien le comprendre. Et il y a des pays qui sont capables de payer plus cher que la France. Et c'est bien là le problème que l'on va avoir sur la disponibilité, parce qu'on parle de disponibilité, elle existe. Mais on a aussi un sujet qui est celui du marché. Et le marché, comme vous pouvez le voir, il n'est pas que français. Tout le monde a besoin de ces ressources. Alors, je vous ai fait un dernier petit slide sur, comment la demande a augmenté de 6% entre 2020 et 2021. Alors, c'est des chiffres qui datent qui sont assez récents, mais qui projettent pas sur la campagne suivante. Sur la production d'une demande qui concerne donc l'ensemble des engrais sur le monde actuellement et les différents pays concernés. Et là, j'ai repris aussi pour la conjoncture les éléments de la note Agreste sur laquelle vous pourrez vous baser pour voir que là, les effets prix sont un peu moins importants que pour l'azote, mais ils restent quand même dans des valeurs très fortes puisqu'on a plus 77% sur un an pour les engrais simples phosphatés et plus 64% pour les engrais simples potassiques. Voilà, je vous remercie. J'étais peut-être un peu dépassée. Merci Florence pour cet éclairage.
Donc, nous allons accueillir maintenant Gauthier Lemolga, directeur général adjoint d'Agritel, qui va nous parler d'alimentation animale. Merci Adrien, merci pour cette invitation. Il a fallu faire preuve d'agilité pour être au rendez-vous aujourd'hui pour une thématique finalement qui est assez large sur le marché des matières premières, comme vous l'avez compris, avec un angle qu'on oublie peut-être un peu aujourd'hui, parce que quand on parle des matières premières, on pense à l'activité export, on pense peut-être à l'alimentation humaine, mais il y a un secteur tout particulièrement touché par l'impact finalement de la hausse des prix et de ce conflit russo-ukrainien qui est bien sûr l'alimentation animale. Donc c'est cet angle-là que nous allons prendre. L'idée est finalement de déjà faire un point sur les cours des matières premières agricoles. Dans le cadre du groupe Argus Media, on travaille sur le marché des énergies, un impact direct sur le marché de l'alimentation animale dans le coût industriel. Donc l'énergie, le gaz, vous en avez parlé dans les engrais, vous en avez parlé dans les sucreries, ça touche également le marché de l'alimentation animale. Le transport, d'accord, ce sont des matières finalement où il y a beaucoup de transport. On pense bien sûr aux frettes maritimes, aux marchandises qui viennent de loin, mais ayez en tête quand même que l'alimentation animale, c'est aussi finalement des camions sur nos routes tous les jours, avec finalement une consommation qui reste la même, quels que soient finalement les cours de ces matières. Donc on va faire un zoom uniquement sur le marché des matières premières. Et quand on voit finalement la place de l'Ukraine, et c'est là où c'est important de repositionner le pays et le poids de ce pays à l'échelle internationale dans le cadre des productions agricoles. Pourquoi ? Parce que finalement l'Ukraine, c'est un pays assez jeune, déjà en termes de république, enfin en termes de pays, mais en termes agricoles, ça fait vraiment 10 ans que ce pays existe. Et a vraiment un poids énorme en termes de production. Vous voyez ici l'évolution des productions agricoles. J'ai presque envie de vous dire, heureusement cette année, on a eu une très belle année de production en Ukraine, donc ils ont été très rapidement actifs sur le marché international. Ils ont pu, avant février, être en mesure de beaucoup exporter. En tout cas, retenez que depuis une dizaine d'années, la production ukrainienne était, et c'est là où je vais déjà penser à l'année prochaine, était dans une phase de forte hausse. Le schéma et nos prévisions pour l'année prochaine, vous l'aurez compris, compte tenu des assolements en cours, risquent de marquer une vraie casse en termes de dynamique de production pour ce pays. En tout cas, une production record qui a heureusement permis au moins en blé et en colza d'être au rendez-vous pour le marché européen en ce début de campagne. Pourquoi l'Ukraine est important ? Parce que finalement en Ukraine, on consomme un peu de production, mais on est avant tout orienté à l'export. Et la hausse de production que vous avez eue depuis 10 ans, c'est avant tout pour répondre aux besoins de l'exportation et donc aux marchés internationaux. Les débouchés de l'Ukraine sont nombreux, d'accord ? On pense égoïstement à l'Europe, d'accord, qui va acheter d'Ukraine de l'huile de tournesol. Et on va acheter pour l'alimentation animale des tourteaux de tournesol, et d'ailleurs ce sera l'enjeu majeur aujourd'hui de cette filière, et bien sûr du maïs, et dans d'autres pays plus concernés notamment sur le bassin méditerranéen, du blé. En tout cas, on a une vraie demande, une augmentation très forte de la production ukrainienne. Et ça engendrait quoi ? Ça engendrait en fait qu'aujourd'hui, ce pays est souvent dans le top 7, pour pas dire dans le top 5, pour pas dire même dans le top 1 de certaines productions agricoles. C'est le cas finalement pour le blé. Alors le marché du blé, c'est un peu un effet induit. L'alimentation animale a de la marchandise fourragère à disposition, je vous rassure. Par contre, par rapport à la hausse des prix du blé, eh bien tout simplement, les prix des matières premières au sens large ont monté et bien sûr le prix du blé a progressé. Le prix du blé meunier à destination de l'export a tiré les prix français à la hausse et donc par sympathie l'ensemble des blés fourragés derrière. En tout cas, retenez bien que l'Ukraine c'est le top 4 en termes d'exportateur mondial, d'accord ? Et depuis fin février, plus rien ne sort de ce pays. En maïs, la récolte finalement était prête à être exportée. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, on s'est coupé d'une grosse zone d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que c'est le top 4 en termes mondial. L'Europe consomme du maïs ukrainien chaque année, notamment dans les pays méditerranéens que sont la Grèce, l'Italie, l'Espagne, très gros consommateurs, mais aussi des pays du Nord, tels que les Pays-Bas et bien sûr la Belgique. Gros acteurs aussi de l'alimentation animale, vous l'aurez compris, au niveau européen. Et le point noir de ce conflit, ça touche finalement un coproduit qui finalement est peu connu dans la sphère finalement de l'export, c'est le marché du tournesol. Et quand on parle du tournesol, on a tous en tête l'huile. Dans l'alimentation animale,
on dépend beaucoup et depuis longtemps maintenant du tournesol ukrainien qui a pris vraiment une grosse part de marché dans la formulation. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a permis de compenser en grande partie, même si ça reste quand même un petit joueur, le tourteau de soja d'importation sud-américain dans les rations finalement de l'alimentation animale, avec une spécificité bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est le fait finalement de l'OGM qui finalement n'est pas un problème pour le tournesol. Et du coup, ça c'est vraiment un gros souci pour l'alimentation animale parce que là, on a vraiment coupé l'approvisionnement de ce produit. On avait un petit peu de stock, pas assez, donc du coup ça veut dire des répercussions directes sur le fonctionnement des entreprises de l'alimentation animale. Et du coup j'en viens finalement au poids que représente le tourteau de tournesol au niveau de l'Union européenne. Donc intégrons bien que ce n'est pas un petit problème qu'est ce conflit en Ukraine. Pourquoi? Parce que ça touche vraiment nos filières et en direct, et notamment pour ce coproduit. Alors l'impact, vous parliez de tendance, une volonté de voir un petit peu quels impacts allait avoir ou ont et allait avoir ce conflit. Le premier déjà que tout le monde a bien intégré, c'est la hausse des prix. La hausse des prix sur la récolte 2021-2022, pour faire simple, sur un an glissant, le marché du blé a pris 80%, le marché du maïs a pris quasiment 55%, donc rien que ça explique la problématique majeure des fabricants d'aliments du bétail qui va être comment on répercute cette hausse des prix finalement dans nos produits et derrière dans toute la filière agricole. Avec un élément en plus, finalement, aujourd'hui, qui nous cache un peu la réalité. Vous parliez de contractualisation sur le marché du sucre. Eh bien, sachez que sur le marché des matières premières, beaucoup de fabricants d'aliments du bétail se couvrent à l'avance aussi. Donc, on a un effet lissage de prix, à la hausse comme à la baisse. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, alors que tout le monde se plaint de la hausse des prix de l'aliment composé, eh bien, il va falloir retenir que nous n'intégrons pas encore pleinement la hausse des prix des matières premières. Le problème d'approvisionnement, le problème d'approvisionnement, vous l'avez compris, pour les tourteaux, bien sûr, de tournesol. Donc, une nécessité pour cette filière de trouver d'autres sources d'approvisionnement, d'aller chercher de nouveaux coproduits, ou en tout cas de tirer un maximum de solutions d'ailleurs. Donc, une augmentation de l'importation probablement des tourteaux de soja, une augmentation également peut-être du maïs américain au niveau européen. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est que des prix élevés nécessitent généralement quoi en termes d'économie? Un rationnement de la demande. D'accord? Donc la grosse crainte dans cette filière, ça va être quoi? Ça va être bien sûr de réorganiser un petit peu le flux de marchandises. Ça va être surtout, et on le voit déjà dans l'alimentation humaine, donc imaginez dans l'alimentation animale, des nécessités de révision de cahier des charges. D'accord, notamment sur l'usage de tourteaux qui ne sont pas là et ne seront pas là avant probablement un long moment. Et pour reprendre les récents chiffres publiés ce matin par le SNIA et la coopération agricole, aujourd'hui on a déjà en tête une baisse de la production d'aliments au niveau français, et cette baisse est également réelle au niveau européen, parce que pour avoir des clients sur le Nord-Europe, on a déjà depuis plusieurs mois maintenant une baisse finalement de la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de répercuter cette hausse des prix, donc ces coûts de production en hausse, sur le produit fini des élevages. Et ça, c'est une vraie problématique, quelles que soient les productions, que ce soit le bovin, que ce soit le porc, que ce soit la volaille, que ce soit le lait. Et je vais prendre ici l'exemple du porc, d'accord, qui depuis le 24 février, rien qu'en France, a pris 34%. Ça paraît énorme, d'accord. C'est complètement insuffisant pour faire face à la hausse des prix liés au cours des matières premières agricoles. Rien que le poste aliment n'est pas couvert par cette hausse. Les hausses sont encore un peu plus supérieures dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne, etc., qui finalement doit lui aussi faire face à une baisse, déjà depuis un an, d'une baisse du cheptel de porc en Allemagne. Donc une situation qui se tend aussi dans les productions agricoles, et quelque part par effet domino, on commence par l'aliment et puis derrière, si on n'arrive pas rapidement à avoir un ajustement de prix sur les produits finis, eh bien des découragements probablement d'éleveurs et une décapitalisation du cheptel. Attention, je parle de l'Europe. Imaginez ce que ça doit être dans des pays déjà où la situation est compliquée, et je pense notamment aux pays d'Afrique. En tout cas, la tendance triste, c'est qu'on est plutôt à la baisse chez les fabricants d'aliments du bétail pour l'année 2022. Maintenant, on se projette, et aujourd'hui, on est déjà sur des niveaux records
sur la récolte 2022-2023 et même 2023-2024. Le signal du marché aujourd'hui, c'est producteurs, céréaliers, produisez, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en termes de saisonnalité, nous n'avons jamais vu de prix aussi élevé à cette période pour de la nouvelle récolte ou encore pour de la nouvelle récolte N+2. Donc cette situation, ça engendre quoi? Ça engendre aujourd'hui, compte tenu de la hausse des coûts, notamment des intrants, une augmentation d'à peu près 150 € de la tonne pour du blé, d'accord? Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où la tendance reste encore à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il reste encore plein d'incertitudes d'ici la récolte, alors même que la production de maïs en Ukraine est en cours de semis et on sait déjà, d'accord, que les rendements ne seront pas forcément au rendez-vous. Alors les répercussions à moyen terme, et j'en aurai fini, qu'il va falloir intégrer, c'est bien sûr déjà se rendre compte de la fragilité de la filière animale face à la volatilité des prix. Donc ça, il va falloir bien l'intégrer. Et la dépendance que nous avons par rapport au flux d'importation. Derrière, une situation dans les élevages qui est extrêmement délicate, d'accord, qu'il était déjà, vous allez me dire. Oui, mais on avait déjà des prix en hausse depuis juillet dernier jusqu'au décembre. Quelque part, on a eu un petit souffle en janvier, mais derrière, les prix n'ont été que à la hausse. Et donc, du coup, une situation qui va aujourd'hui poser une problématique de fond sur la consommation derrière, parce que si on augmente bien par répercussion les prix de la viande, les prix de la volaille, les prix du porc, eh bien, dans un contexte, en tout cas français, où on avait une stabilisation de la consommation, quels vont être les arbitrages faits par finalement les budgets des familles et cette notion de pouvoir d'achat qui nous a été donnée de commenter depuis quelques mois. En tout cas, aujourd'hui, quand on regarde les choses, ne perdons pas de vue que l'alimentation animale est la valorisation de l'ensemble de les filières végétales pour les productions fourragères. Or, aujourd'hui, la production de blé en France, ce n'est pas que l'export, d'accord ? Ce n'est pas que la meunerie française, c'est bien sûr un gros débouché à l'export européen pour des blés fourragers et aussi un gros débouché dans l'alimentation animale, vous l'aurez compris. Et enfin, c'est là-dessus où je pense que le travail doit être mené, et dans toutes les filières, et vous en avez parlé, c'est la notion de couverture de prix. D'accord, donc ça c'est un peu notre expertise quand même. Dans le cadre où aujourd'hui, dans toutes les filières, on est attaché finalement à contractualiser de différentes manières. En tout cas aujourd'hui, on a besoin de donner de la lisibilité, de la visibilité pour des producteurs sur finalement le prix de leur aliment, donc indirectement sur le prix des matières premières qui la composent. Et bien sûr, et ça c'est le travail, je pense qu'il va falloir véritablement mener, c'est des dossiers qui sont longs dans certaines filières, mais c'est bien sûr la question finalement de jusqu'au produit fini, comment on peut amener de la réflexion sur la contractualisation avec ou sans marché financier, parce qu'il n'y a pas que des solutions liées au marché à terme. Merci de votre attention. Bon, merci à tous. On voit que toutes ces situations ne sont pas simples. Donc, je remercie nos trois intervenants pour cette première séquence. Timothée Masson de la CGB, Florence Nice de l'UNIFA et Gauthier Lemolga d'Agritel. Et je vais laisser la place à Anne Leca pour l'introduction du second temps fort sur le carbone. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces interventions. Nous allons avoir trois intervenants sur le stockage du carbone. Je vais appeler Claudine Fouchereau, directrice du programme Agriculture et Forêt de l'Institut de l'économie pour le climat, peut-être plus connu sous I4CE. Et puis Morgane Enaf, consultante manager chez AgroSolutions, InVivo, et Étienne Duclos, co-créateur de la start-up Sysfarm, pour nous parler d'un sujet extrêmement important qui concerne en particulier tout particulièrement le secteur agricole, puisque tout ce qui est système alimentaire produit presque près d'un tiers des gaz à effet de serre, donc hyper important de ce sujet. Je vais vous laisser donc là aussi ces 10 minutes chacun par rapport à ce que vous avez envie de partager avec nous, et puis des questions-réponses à la suite.
Donc ouais, ce que je propose de faire, c'est peut-être rappeler quand même pourquoi en fait on a créé un cadre de certification carbone en France, alors qu'il y avait déjà tout un tas de cadres de certification carbone à l'international. C'est peut-être pas forcément évident, donc je pense qu'on faire un petit rappel historique de pourquoi il y a un label bas carbone en France, et puis peut-être rappeler très très rapidement comment il fonctionne, mais je pense que les autres intervenants pourront mieux y revenir. Et puis surtout parler de ce qui se passe au niveau européen. Comme la Commission européenne a décidé de créer un cadre de certification carbone, un peu un équivalent en fait au label bas carbone, mais au niveau européen, peut-être voilà, expliquer où c'en est et ce qu'on a à dire sur ça. Alors peut-être sur la partie historique, ça fait maintenant bien 6 ans qu'on a développé le label bas carbone. Alors, il existe depuis moins longtemps, mais l'idée du label bas carbone existe depuis un moment. Et en fait, l'idée de départ, c'était de se dire que depuis 2012, il y avait avant 2012 ce qu'on appelait la mise en œuvre conjointe, qui étaient les projets dans le cadre du protocole de Kyoto, qui s'est arrêté en fait en 2012. À l'international, il existait tout un tas de labels internationaux avec les plus connus qui sont VCS et Gold Standard, mais qui pour tout un tas de raisons des raisons où on pourra revenir s'il y a des questions là-dessus, de double compte, mais c'est des raisons assez idéologiques sur le positionnement de ces labels internationaux sur la question du double compte et notamment sur le fait que la compensation carbone devait aller au-delà des objectifs que les États se posaient, ne pouvait pas s'implanter en Europe et en France en particulier, parce que il y avait déjà parce que les États du Nord en fait avaient des objectifs contraignants sur les émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, et les États ne voulaient pas que les projets certifiés ne puissent pas contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Les États voulaient que ça contribue à l'atteinte des objectifs et les labels internationaux voulaient que les projets qui étaient certifiés aillent au-delà de cette contribution nationale, aille au-delà des objectifs qui étaient fixés aux États, ce que les États ont refusé en fait, et donc les labels type VCS et Gold Standard n'ont pas pu s'implanter, ne pouvaient pas s'implanter dans les pays développés, donc en particulier en France. Et en fait, à l'époque, des acteurs du secteur agricole et forestier voulaient mettre en place des projets, voulaient faire certifier les réductions d'émissions permises par ces projets dans le but de rémunérer ces réductions d'émissions et avait besoin donc d'un cadre de certification carbone qui puisse reconnaître ces réductions d'émissions. Donc on est allé voir ces labels internationaux qui nous ont dit on ne peut pas s'implanter en Europe. Et en fait c'est pour ça qu'on a créé le cadre de certification carbone national qui est le label bas carbone. C'était pas du tout dans le but de faire un énième cadre de certification carbone. Ce qu'on s'est rendu compte aussi à l'époque, c'est qu'il y avait une demande en crédits carbone locaux. Il y avait beaucoup d'entreprises qui compensaient leurs émissions, qui compensaient à l'international dans les pays en développement, faute de cadres de certification carbone implantés dans les pays développés. Mais parmi ces entreprises qui compensaient leurs émissions et qui achetaient donc des crédits carbone, une grosse partie aurait voulu pouvoir compenser local et financer des projets de réduction d'émissions sur leur territoire, dans leur région d'implantation. Donc il y avait des acteurs, des filières qui voulaient mettre en place des projets bas carbone, qui avaient besoin de se faire certifier ces réductions d'émissions pour se les faire rémunérer en fait et inciter ce développement de pratiques bas carbone. Il y avait des entreprises qui étaient prêtes à acheter des crédits carbone issus de projets locaux français. Et donc on a développé ce label bas carbone. C'était le maillon qui manquait en fait pour pouvoir le faire. Ce cadre de certification carbone maintenant est piloté par le ministère de la Transition écologique. Donc nous, on n'a plus grand-chose à voir là-dedans. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est avant tout, en fait, nous, on le définit avant tout comme un cadre qui apporte des garanties, en fait, sur la qualité des projets, sur l'impact environnemental des projets, sur les réductions d'émissions permises par les projets. Ça peut servir à faire de la compensation carbone, mais ça peut servir aussi à flécher demain des aides de la PAC. Par exemple, ça peut aider à flécher des investissements qui cherchent à financer des projets bas carbone. Ça peut servir, c'est avant tout un outil d'obligation de résultat en fait, qui évalue l'impact d'un projet, une sorte de taxonomie en fait, comme la taxonomie
européenne. Et en fait, là-dedans, l'achat de crédit carbone, la compensation carbone, c'est une source de financement parmi d'autres pour l'utilisation de ces cadres de certification carbone. Donc ouais, on était à ce niveau-là où la France était dotée de son cadre de certification carbone, le label bas carbone, piloté par le ministère de la Transition écologique, avec des méthodes dans le secteur agricole et forestier qui se sont mis en place et des premiers projets bas carbone qui se sont développés dans ces secteurs-là. Fin d'année 2021, donc fin d'année dernière, la Commission européenne a sorti une communication sur les cycles durables du carbone et donc a décidé à annoncer sa volonté de créer un cadre de certification carbone européen. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Le cadre de monitoring, reporting, vérification est en train d'être développé, créé au niveau européen. Donc c'est une sorte, comme je le disais, d'équivalent en fait au label bas carbone, mais au niveau européen, mais qui présente, en tout cas en l'état, quelques différences qui nous préoccupent un peu, notamment pour le secteur agricole, et sur laquelle nous, on essaye de peser un peu, enfin en tout cas d'apporter l'expérience et l'expertise qu'on a acquis depuis plusieurs années en France pour alimenter les réflexions au niveau européen et s'assurer que la Commission finalement reparte pas de zéro et s'appuie vraiment sur l'existence, sur ce qui a été développé en France, mais plus récemment dans d'autres pays également européens. Et une des différences majeures qui concerne le secteur agricole entre ce qui se passe avec le label bas carbone et le cadre de certification européen qui est en train de se développer, c'est le périmètre des émissions en fait des GES concernés. Au niveau européen, la Commission se concentre uniquement, pour l'instant en tout cas, sur la séquestration carbone. L'objectif, c'est de certifier uniquement ce qui relève de la séquestration carbone dans les forêts, dans les sols agricoles, mais pas du tout de prendre en compte, de certifier les réductions d'émissions de protoxyde d'azote, de méthane, par exemple, qu'il peut y avoir dans le secteur agricole, contrairement à ce qui se passe au niveau, avec le label bas carbone. Donc, un des trucs qu'on pousse au niveau européen, c'est d'élargir le scope en fait de ce futur cadre de certification carbone et d'inclure la certification des réductions d'émissions de protoxyde d'azote et de méthane notamment. Et ça, peut-être que Morgane pourra en parler. Le risque, si ça se passe pas comme ça, c'est de promouvoir en fait des pratiques contre-productives sur le terrain qui ont un effet positif sur la séquestration carbone, mais négatif sur les émissions. En plus de ça, ça reviendrait à réduire considérablement l'incitation à mettre en place des pratiques pour le secteur agricole parce que le potentiel de stockage dans les sols agricoles est pas nul. Il y a un vrai potentiel, mais il y a aussi un potentiel et il faut actionner ce potentiel-là de réduction d'émissions. Et si on incite économiquement que un bout du potentiel, c'est une incitation quand même beaucoup moins forte à mettre en place des pratiques au niveau des exploitations agricoles. Voilà, donc ça c'est une grosse différence qui nous paraît vraiment cruciale et si ça change pas au niveau européen, je suis pas sûre que ce futur cadre européen soit très très pertinent pour le secteur agricole en tout cas, quoi. Après il y aura des projets forestiers, ça le sera pour le secteur forestier, mais pour le secteur agricole, je suis pas complètement sûre. Autre point qui nous paraît important, c'est sur la gouvernance, de s'assurer qu'il n'y a pas un cadre unique, des méthodologies uniques qui soient développées au niveau européen, de s'appuyer sur toute l'expertise qui existe quand même dans les pays qui ont leur modèle, qui ont développé des méthodologies qui sont adaptées à des systèmes de production, qui sont adaptés à des contextes pédoclimatiques. Et ça serait dommage de rayer tous ces travaux qui ont été faits pour amener une méthodologie de comptabilisation des réductions d'émissions unique au niveau européen. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de méthodes et de labels qui sont apparus, qui se valent pas tous, qui apportent beaucoup de confusion. Et donc, on se dit qu'il faut des règles communes de monitoring reporting au niveau européen qui permet de tout niveler vers le haut, qui fixe la robustesse exigée en fait pour les méthodes et les modèles qui sont utilisés, mais en laissant la possibilité aux acteurs, aux pays de développer leurs propres méthodes, de développer leurs propres modèles.
Voilà, donc une gouvernance assez décentralisée, mais avec des règles communes assez fortes pour faire le tri en fait dans l'existant, quoi, et que toutes les méthodes ne se valent pas. Et il y a besoin de faire le tri, d'apporter un peu de cohérence dans ce qui existe à l'heure actuelle. Voilà. Et puis on a tout un tas d'autres recommandations pour ce futur cadre de certification carbone qu'on va publier courant mai et qui sera accessible sur notre site internet. Je pense que je m'arrête là et puis s'il y a des questions après. Voilà, exactement. Merci beaucoup Claudine Fouchereau. C'est maintenant donc Morgane Enaf qui va nous parler de la méthode bas carbone appliquée aux grandes cultures. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Moi, je fais partie d'AgroSolutions. AgroSolutions, on est un cabinet d'expertise conseil en agriculture et en environnement. Et effectivement, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur le label bas carbone et notamment donc sur la rédaction en fait des labels bas carbone, des méthodes du label bas carbone. Donc, comme le disait Claudine, le label bas carbone, il a été créé et il est gouverné donc au niveau du ministère de la Transition écologique. Mais le label bas carbone, il fonctionne que s'il y a des méthodes qui sont approuvées et qui permettent d'avoir une ligne directrice pour savoir comment on comptabilise justement les fameuses réductions d'émissions sur une exploitation de grande culture, sur une exploitation d'arboriculture, de viticulture, d'élevage, etc. Et donc AgroSolutions, on a contribué à accompagner les instituts techniques à la rédaction d'un certain nombre de ces méthodes. Et notamment, on a travaillé aux côtés de Terre Innovia et d'Arvalis sur la méthode grande culture. Donc effectivement, la méthode grande culture, elle a été approuvée en 2020. Sa particularité, c'est que, comme le disait Claudine, ce qui nous semblait très important, c'est qu'elle ait un périmètre à l'échelle du système de culture des exploitations, mais qu'elle prenne en compte à la fois les émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles, donc les émissions de N2O, de protoxyde d'azote, qui sont la majorité des émissions des exploitations de grande culture liées aux apports d'azote sur les sols, et les émissions associées à la fabrication des intrants, donc les engrais minéraux, organiques notamment, et les combustibles fossiles qui peuvent être utilisés sur l'exploitation. Et aussi qu'elle intègre les émissions de CO2 liées à la combustion de carburant. Donc voilà, les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est vraiment regardé dans la méthode grande culture. Et en complément, à côté de ça, on regarde aussi le stockage de carbone dans les sols, qui va être permis par un certain nombre de pratiques, en fait. Donc la méthode label bas carbone grande culture, elle liste tout un tas de pratiques, de leviers, en fait, qui sont activables par les exploitations agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou stocker davantage de carbone dans les sols. Ce qui, effectivement, est difficile, c'est que ces deux composantes sont vraiment intrinsèquement liées, puisque comment on stocke du carbone dans les sols en produisant plus de biomasse et en retournant plus de biomasse au sol par les résidus de culture, les intercultures, les apports organiques. Et comment on fait plus de biomasse? Eh bien, parfois en apportant plus d'intrants qui émettent plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est une logique, c'est un équilibre à trouver au niveau de chaque exploitation agricole en fonction de ces types de sols, de ces systèmes de culture, qui est vraiment assez fine, qui doit se travailler. Et donc, les méthodes, donc la méthode grande culture a été approuvée en 2020. C'est une méthode assez dense puisqu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'équations pour calculer les émissions de gaz à effet de serre, calculer le stockage de carbone, on le fait avec un modèle assez fin. Et donc, les projets ont mis un peu de temps à voir le jour parce que c'était une méthode qui n'avait pas encore d'outils. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la méthode avant qu'il y ait des outils opérationnels qui permettent vraiment aux acteurs du terrain de s'en emparer, de faire les diagnostics d'exploitation, de calculer quels étaient les crédits carbone sur les exploitations. Donc voilà, ça a mis un petit peu de temps avant que les outils se mettent en place. Donc je vais vous parler aussi un peu d'outils parce que donc chez AgroSolutions, et je suis pas la seule du coup autour de la table, on a développé un outil notamment pour accompagner le secteur agricole à justement mesurer, faire le bilan carbone de leurs exploitations agricoles et mesurer l'impact de la transition, l'impact de la mise en place de leviers. Et donc derrière, l'objectif, c'est que ça puisse servir pour un système de compensation carbone, notamment pour des acteurs qui vont vouloir financer, acheter des crédits et donc rémunérer les agriculteurs pour leur changement de pratique. Mais de plus en plus, on voit aussi que ces outils,
Et les méthodes de mesure, elles vont servir aussi à des acteurs comme des acteurs des filières agroalimentaires qui, de plus en plus, sont intéressés en fait pour mesurer, savoir quel est l'impact, l'empreinte carbone du blé qu'ils vont acheter à leurs exploitations, du colza, de l'orge, etc. Et donc, en fait, effectivement, comme le disait Claudine, c'est des outils qui vont servir à de la compensation carbone, mais pas que. De plus en plus, les filières s'y intéressent et effectivement, peut-être que demain, la PAC aussi pourra se servir de ces outils pour dédier certaines aides. Donc voilà, nous, on a travaillé chez AgroSolutions sur l'outil Carbon Extract, qui est un outil qui, en fait, dans sa première version, intègre la méthode grande culture et permet de faciliter le diagnostic et le bilan carbone d'exploitation agricole, parce que aujourd'hui, le principal frein pour les agriculteurs pour se lancer dans ces démarches, c'est que faire un bilan carbone de son exploitation agricole, c'est long. Ça prend du temps, il faut aller collecter des données. Dans la méthode label bas carbone grande culture, on demande des données sur 3 ans. Donc récupérer des données sur 3 ans, c'est vraiment du temps à passer. Donc on a essayé de faire un outil qui essaye d'aller chercher des données dans les outils de traçabilité quand ils sont déjà disponibles, donc d'être connecté au maximum pour réduire ce temps de collecte et essayer de réduire le coût le coût de diagnostic pour les agriculteurs pour qu'ils puissent plus facilement passer la marche et se lancer dans ces démarches-là. Voilà, AgroSolutions, on voit que, en tout cas, côté Carbon Extract et l'outil qu'on a développé chez AgroSolutions, c'est un outil qui a eu une forte réceptivité au niveau des acteurs du terrain, des acteurs du conseil agricole. Aujourd'hui, on a lancé l'outil, maintenant ça fait 8 mois. On a déjà plus de 220 conseillers agricoles qui ont été formés, donc formés à son utilisation, à faire des bilans carbone. Et c'est des conseillers qui font partie de coopératives, de chambres d'agriculture, de centres de gestion, de cabinets de conseil. Et donc voilà, les agriculteurs, aussi stimulés par le plan de relance de l'ADEME, qui a mis en place une subvention pour financer ces bilans carbone, sont demandeurs de conseils, en tout cas, de comprendre le marché. Après, ils ne sont pas tous très impliqués pour aller à fond dans la démarche. Voilà, ils regardent. Parfois, effectivement, ils sont intéressés, mais ça leur prend du temps. Donc, ils peuvent être un petit peu réticents. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même il y a quand même eu du changement au niveau des structures de conseil agricole et beaucoup de montée en compétences du monde agricole pour prendre en main ce sujet et outiller et accompagner leurs agriculteurs. Donc, je ne sais pas si je reviens en détail sur la méthode grande culture. Je pensais peut-être plutôt après ouvrir un peu sur les nouvelles méthodes à venir. Effectivement, il y a pas mal de méthodes à venir en cours de rédaction pour compléter le panel de méthodes disponibles et permettre à des exploitations aussi de viticulture, d'arboriculture, d'élevage porcin notamment, de pouvoir se lancer dans du label bas carbone. Donc nous on travaille plutôt sur les cultures spécialisées aujourd'hui avec le CTIFL, l'IFV et le CIHEF pour développer des méthodes complémentaires donc sur ces secteurs-là. Mais voilà, l'ISDEL et les instituts techniques sur le porc notamment travaillent sur des méthodes pour couvrir les élevages caprins, ovins, les porcins. Et il y a des choses aussi qui se font sur l'énergie. Là, je voulais revenir sur quelques éléments de prix, parce que voilà, le marché se lance au niveau du label bas carbone, les projets se lancent. Il y a des gammes de prix aujourd'hui vendues qui sont assez variables en fonction des projets. Et donc, voilà, en grande culture, sur les premiers projets qui se lancent, qui se contractualisent, on est entre 40 à 60 € la tonne de CO2 vendue. Ça peut descendre un peu plus bas. Et en prix agriculteur, voilà, il faut entendre qu'il y a aussi des marges d'intermédiaires, parce qu'il y a des coûts de projet, il y a les coûts de diagnostic, il y a les coûts du conseil, il y a les coûts d'audit, etc. En prix agriculteur, on est entre 27 et 45 € la tonne de CO2. Ça va dépendre des co-bénéfices associés au projet, des volumes des projets. Sur les projets haies, plantation de vergers, on est sur des prix un peu plus hauts, puisqu'il y a plus un panel de co-bénéfices associés plus important. Je n'ai pas regardé le temps. Et en élevage, on est plutôt sur des prix à 45 €.
Et donc voilà, tous ces projets se lancent aussi parce qu'il y a une diversité de mandataires qui se sont positionnés, de porteurs de projets qui vont faire l'intermédiaire entre les groupes d'agriculteurs et les financeurs, et qui se mettent en place pour justement stimuler le marché et accompagner le lancement de ces projets. Et juste pour finir, du coup, quelques éléments de conclusion. Effectivement, en grande culture, il y a des projets qui se structurent, ça se lance, parce que voilà, maintenant on a des outils de calcul, on a des subventions ADEME qui stimulent, qui prennent en charge le coût initial du diagnostic, donc qui incitent des agriculteurs à s'y lancer. Il y a pas mal de créations d'intermédiaires qui vont se positionner et permettre à l'offre et la demande de se rencontrer, notamment. Donc voilà, ça se lance. Après, de là à dire qu'il y a un engouement du monde agricole énorme pour aller dedans, non, mais par contre, ça va stimuler certains petits groupes d'agriculteurs. Voilà, petit à petit, on sait aussi comment ça marche au niveau du territoire agricole. Si des voisins peuvent s'y mettre, ça peut générer un effet d'entraînement. Et à la différence du secteur de l'élevage où l'offre est très centralisée en crédit carbone géré par France Carbone Agri, ce qu'on voit en grande culture, c'est que c'est plus multiple, qu'on va plutôt avoir une diversité de mandataires qui proposent des projets un peu plus localisés, ciblés sur un plus petit nombre d'agriculteurs, aussi parce que la demande des financeurs, ils n'ont pas aujourd'hui non plus des énormes volumes financiers à mettre sur de l'achat de crédit carbone, donc ils vont préférer accompagner des petits groupes d'agriculteurs, bien rémunérer la tonne de CO2, mais voilà, avoir une action ciblée. Donc c'est plus la tendance qui se dessine aujourd'hui. Et ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, il y a des financeurs qui sont hors monde agricole, mais aussi des financeurs qui veulent compenser au sein de leur chaîne de valeur. Et donc voilà, il y a des choses, c'est vrai que E4C a pas mal œuvré aussi pour faciliter les choses et avoir une approche qui permette notamment aussi aux filières agroalimentaires d'accompagner le financement au sein de leur chaîne de valeur en apportant des éléments sur la communication qui était possible. Et du coup, ça permet aussi d'avoir ces financeurs de se lancer sur le sujet. Donc voilà, après je vais rejoindre Claudine sur les derniers éléments. C'est que le label bas carbone est quand même beaucoup concurrencé aujourd'hui par des démarches hors label bas carbone, comme Sol Capital, comme Gaillago Gold Standard, qui ont lancé une démarche. Et ça complexifie quand même beaucoup la lisibilité du mécanisme sur le terrain. Les agriculteurs comprennent pas forcément, pourquoi est-ce qu'il y a ces différentes méthodes qui existent, qui coexistent, pourquoi quand ils font un diagnostic chez l'un, ils vont gagner tant et chez l'autre beaucoup moins alors qu'ils vont faire la même chose. Donc voilà, c'est aujourd'hui très compliqué effectivement de faire valoir notamment le label bas carbone qui est souvent un peu plus conservateur dans ce qu'il va calculer parce qu'on est sur des méthodes assez précises et de concurrencer d'autres systèmes qui sont un petit peu plus légers entre guillemets dans les méthodes de calcul qui peuvent être proposées, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je pense que le cadre de certification européen va être à faire du bien en espérant qu'il aille dans le bon sens et qu'effectivement le périmètre soit complet. Donc pour harmoniser le système, unifier les choses, en espérant qu'effectivement il n'y ait pas à repartir de zéro et d'oublier toutes les méthodes qui ont été faites au niveau du label bas carbone. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Morgane et Naf. La parole maintenant est à Étienne Duclos qui va justement nous parler de la commercialisation des crédits carbone. Oui. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Étienne Duclos, donc le cofondateur avec Antoine Gilbert de la société Sysfarm. Donc notre mission, c'est d'aider les agriculteurs à stocker davantage de carbone et à réduire leurs émissions. Et donc pour ça, on a deux métiers chez Sysfarm. Le premier, c'est de calculer les réductions d'émissions des exploitations. Et le second, c'est de le financer. Moi, je vais vous faire une présentation qui va reprendre un peu notre ressenti vis-à-vis du marché et comment nous, on appréhende le marché chez Sysfarm. Donc déjà, petit contexte, mais qui a très bien été fait par Claudine et Morgane, c'est un marché politique géré par les pouvoirs publics.
Donc, loi climat 2019 qui a établi une stratégie nationale bas carbone française très ambitieuse avec pour objectif la neutralité carbone en 2050, où on a des secteurs qui vont devenir séquestrateurs nets que sont la forêt et l'agriculture, qui ne le sont pas d'aujourd'hui. Et dans cette stratégie nationale bas carbone, on a un label bas carbone qui justement va centraliser toutes les méthodologies, forêt, bâtiments, agriculture, pour donner un cadre normalisé pour les financeurs et aussi pour les agriculteurs. Aujourd'hui, sur l'organisation du marché, on a, on va dire, 4, 5, 6 acteurs assez prédominants. Tout d'abord, les agriculteurs, qui sont vraiment la base de ce marché-là. On va avoir les porteurs de projets, qui vont être les coopératives, négoces, GI2E, CETA, chambres d'agriculture, centres de gestion, qui vont avoir pour vocation d'aider les agriculteurs à mettre en place les pratiques et aussi à récolter les données. Très gros enjeu du marché, c'est d'avoir la donnée de l'agriculteur et de pouvoir la monitorer et de faire des calculs de bilan carbone très précis. On a ensuite des mandataires et ou des éditeurs d'outils. Donc eux, ils vont mettre à disposition du marché des outils qui sont certifiés pour faire ces calculs de crédit carbone. Et les mandataires vont aussi donc du coup avoir récupérer le mandat des crédits carbone pour trouver le financeur. Et donc le schéma de rémunération, il est inverse aux flèches. On a un financeur qui va financer un mandataire en lui rachetant les crédits carbone et le mandataire va pouvoir faire la redistribution de la valeur à la fois aux porteurs de projets et à l'agriculteur. Donc je vais vous faire un petit focus sur les agriculteurs aujourd'hui. Donc Morgane l'a bien dit, sur les leviers qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est lié avec de l'organique et de la biomasse. On a aussi effet de la méthode du label bas carbone de grande culture, 2 méthodes dans cette même méthode. C'est la méthode spécifique qui est intéressant pour des agriculteurs qui ont la possibilité de mettre en place encore des projets vertueux pour stocker davantage de carbone. Donc on va comparer les 3 dernières années de l'exploitation versus les 5 prochaines années, avec par exemple la mise en place d'engrais organiques à la place d'engrais minéral, avec plus d'interculture, des légumineuses, etc. Et puis on a la méthode générique qui est intéressante, qui permet à des agriculteurs qui ont mis en place des pratiques vertueuses depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et qui ont une marge d'évolution très faible, de pouvoir se comparer avec des exploitations de la région ou du département. Donc aujourd'hui, pour vous faire un petit retour d'expérience, chez Sysfarm, on a fait plus de 300 diagnostics spécifiques et génériques. Et en moyenne, on a 1,3 crédits carbone par hectare qui sont générés. Alors c'est une moyenne qui peut paraître haute par rapport au marché parce que ce sont des agriculteurs qui sont revenus. Souvent, on envoyait un premier jet de bilan gaz à effet de serre qui n'était pas forcément aussi haut. Mais les agriculteurs ont la possibilité de retravailler leur bilan afin de trouver justement des projets qui ont une vraie valorisation derrière en termes de crédit carbone pour eux. Aujourd'hui, nous, voilà, ce que disait aussi Morgane, c'est que le prix moyen du crédit carbone revenu pour l'agriculteur, il est aux alentours de 30 € la tonne de CO2. Côté financeur, les financeurs sont multiples, hein. Ils ne sont pas forcément du monde agricole, on peut avoir aussi des gens de la filière. Ce qu'on voit, c'est surtout des créations de portefeuilles de compensation ou de contribution. On a des acteurs qui vont à la fois faire de la compensation internationale sur de la forêt, sur des projets avec dans des pays justement en voie de développement avec un gros impact social là-bas, et puis aussi des portefeuilles locaux de compensation, que ce soit sur la forêt et sur l'agriculture. Maintenant, faut pas se leurrer sur ce marché-là. Ce qui est très important, c'est pour les entreprises, c'est d'abord d'éviter leurs émissions, parce qu'il y a toujours une efficience économique adéquate avec, de les réduire et ensuite de les compenser. Ce qui devient très vertueux dans le cadre de l'agroalimentaire, vu que on va faire un peu coup triple pour les grandes sociétés qui vont faire par exemple des bières ou des pâtes, c'est qu'ils vont à la fois en finançant leurs agriculteurs de leur filière, pouvoir eux éviter des émissions de leur scope 3 d'émissions liées à leurs fournisseurs, et donc aussi pouvoir communiquer sur le fait que leurs exploitations vont réduire leurs émissions. Donc ce qui est assez nouveau, c'est que le label bas carbone, c'est un label pour des projets. Et là, on va avoir plutôt des positionnements où on va essayer de lier les réductions d'émissions à un produit.
on va essayer de vendre un produit qui est produit sur des fermes émettant moins de tant % de crédit carbone. Et puis voilà, je voulais vous dire un chiffre qui est important, c'est que le stockage carbone dans les sols agricoles, c'est 31 millions de tonnes CO2 maximum par an. C'est l'assiette qui a été calculée par l'INRA, et donc ça représente 15 millions de voitures par an, et ça représente que 6,8% des émissions totales françaises et 40% des émissions totales du monde agricole. Autre point, et qui est à savoir, c'est que le crédit carbone français agricole, c'est un crédit carbone qui est premium. Il est local et il a aussi beaucoup d'autres vertus. Sinon, il aurait du mal à exister sur le marché international. Donc nous, ce qu'on pousse beaucoup et ce qui intéresse énormément nos financeurs, c'est justement tous les co-bénéfices liés au crédit carbone. Donc on calcule via la méthode du label bas carbone la qualité de l'air, la biodiversité, l'érosion des sols, la qualité de l'eau, aussi on va dire tout ce qui est gestion territoriale des cultures, etc. Enfin la diversité des cultures, pardon, plutôt, la pression phyto et l'indépendance aux énergies fossiles, et enfin la qualité de vie de l'agriculteur. Donc c'est ça qui va nous permettre aussi aujourd'hui de vendre du crédit carbone à 30 € la tonne en France, quand même 40 €, quand à l'international des projets vont être aux alentours de 5 € la tonne. Donc ça c'est vraiment l'axe important. Une tonne de CO2 c'est pas touchable, c'est pas palpable. Donc que ce soit à l'international ou en France, faut vraiment se démarquer pour le marché français. Enfin, nous, chez Sisform, on a vraiment 3 enjeux de tous les jours. Facile. Il faut que le marché soit facile parce que c'est un marché qui est compliqué à appréhender pour des agriculteurs, pour des partenaires, etc., pour aussi des financeurs. Donc, il faut qu'il soit facile pour récupérer la donnée notamment des agriculteurs, facile dans le suivi des projets agricoles et aussi facile dans le suivi pour le financeur. Enfin, il faut qu'il soit transparent. Il faut que les financeurs puissent en toute transparence, bien connaître quels sont les projets qu'ils financent. Il faut aussi que les agriculteurs soient transparents sur les pratiques qu'ils mettent en place, et donc qu'ils puissent aussi nous donner justement toutes ces datas-là qui sont importantes. Et puis, pas d'agriculteurs si le marché n'est pas attractif. Et il faut en effet, comme l'a dit Morgane, que le prix d'entrée pour un agriculteur il soit assez faible pour qu'un maximum d'agriculteurs s'engagent dans des démarches du label bas carbone. Et je finirai par une petite dernière slide. Climate Agriculture Alliance, c'est une association qui a 2 mois, même pas, qui regroupe justement tous les acteurs du carbon farming en France, avec des gens qui utilisent différentes méthodes, mais dont le but c'est de justement fédérer nos actions, avoir aussi un poids au niveau des pouvoirs publics et au niveau aussi de la nouvelle réglementation européenne qui va entrer en vigueur. Et donc on a notre première table ronde le 25 mai 2022 dans le 9e arrondissement de Paris. Donc l'heure sera à définir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vous remercie à tous d'être venus nombreux et je remercie aussi la Fédération nationale du crédit agricole de nous avoir reçus ce soir. Merci beaucoup. Et merci aux gens en distanciel.